À l'aide d'une série de données, vous allez devoir montrer que le contexte géodynamique de la réunion est bien celui d'un point chaud. Donc, premier exercice qu'il faut savoir faire, c'est calculer le taux de fusion partielle. Donc d'abord, vous expliquerez pourquoi c'est intéressant de calculer le taux de fusion partielle pour caractériser un contexte géodynamique, pourquoi on pourra tirer une information de ce calcul. Ensuite, vous calculerez ce taux de fusion partielle en expliquant bien sûr le principe de votre calcul, comme toujours. Ici, on ne vous montre pas de redémontrer la formule, mais juste d'expliquer le principe de cette formule. Vous expliquerez pourquoi on l'a calculé à partir du potassium. Est-ce qu'on aurait pu le faire à partir d'autres atomes? Pourquoi c'est pertinent d'utiliser le potassium? Et puisqu'on vous donne un tableau avec 3 roches, d'expliquer le lien qu'il y a entre ces 3 roches. Bien sûr, une fois que vous avez fait votre calcul, on vous demande toujours, c'est de la géologie, c'est pas un exercice de calcul, de commenter la valeur obtenue et en particulier de le relier au contexte géodynamique. Mettez en pause, faites l'exercice, éventuellement retournez voir votre cours de magmatisme de première année si vous ne savez plus faire l'exercice. Alors pourquoi c'est intéressant de calculer des taux de fusion partielle pour caractériser un contexte? Parce que justement les contextes sont différents selon leur taux de fusion partielle. Par exemple, si on est sur une dorsale, on attend un taux de fusion partielle élevé qui va être de l'ordre de 20%. Or nous sommes au contraire en train de travailler sur un point chaud, on attend un taux de fusion partielle faible de l'ordre de quelques pourcents seulement. Donc on pourra tout de suite trancher entre ces deux hypothèses avec le taux de fusion partielle. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur le potassium? Même si on nous avait donné le choix, il faut toujours aller vers le potassium. Pourquoi? C'est parce que le potassium est l'atome majoritaire, le plus incompatible dont on dispose. Il existe des terres rares qui sont plus incompatibles, mais les terres rares sont en concentration tellement faible que la marge d'erreur est trop grande pour faire les calculs. Donc il faut rester sur des atomes majoritaires, et c'est le plus incompatible de tous les majoritaires. Donc on va même pouvoir considérer qu'il passe à 100% dans le liquide de fusion. Alors que si on avait pris un autre atome, eh bien on aurait dû faire intervenir la notion de coefficient de partage qui aurait déterminé quelle est la fraction qui passe dans le liquide et la fraction qui passe dans le solide, ce qui complique les calculs et qui n'est plus au programme. Donc nous, on nous demande de ne pas utiliser les coefficients de partage, sauf si c'est un exercice ENS et on vous donnera la formule. Mais pour les autres écoles, on n'utilise pas le coefficient de partage, ce qui nous oblige en fait à utiliser le potassium. Et si on fait le même calcul sans utiliser le potassium, eh bien il faudra savoir qu'on va avoir une erreur sur le résultat parce que on aura fait comme si le coefficient de partage était à 100% alors qu'il ne l'est pas en réalité. Donc pour faire ce calcul de taux de fusion, il faut que vous identifiez une fusion. Donc il vous faut absolument identifier 3 roches. Il vous faut identifier la roche mère, celle qui a fondu, en laissant sur place une roche résiduelle, puisque nous sommes sur une fusion partielle, et une roche qui, avant de cristalliser, était un magma. Donc bien sûr, ne cherchez pas une roche liquide, aujourd'hui elle a cristallisé, donc nous cherchons une roche qui, à l'origine, était le magma. Et donc là, nous sommes obligés d'utiliser nos connaissances. Donc on se doute bien que le basalte représente le magma de l'époque. Et puis on nous propose 2 péridotites. On nous propose une lherzolite. Donc comme vous le savez maintenant depuis qu'on a fait le cours sur les Pyrénées, la lherzolite c'est une roche du manteau qui n'a pas été, qui n'est pas fondue. Donc on peut considérer qu'elle est bien représentative d'une roche du manteau qui n'a pas fondu. Par contre, la harzburgite est appauvrie par fusion partielle, et donc justement c'est le meilleur candidat pour être la roche résiduelle. Donc on va partir sur ce trio, une lherzolite qui donne un magma basaltique et qui laisse sur place une roche résiduelle qu'on appelle la harzburgite. Le principe du calcul, c'est la conservation de la matière. Donc il faut le dire ou l'écrire quelque part. Nous allons procéder par conservation de la matière. Donc c'est-à-dire que si on prend un volume de roche dans chacune de ces roches et que l'on calcule la quantité de matière, puisqu'on est sur le même volume de roche, nous allons pouvoir travailler en concentration plutôt que en quantité de matière. Donc cette simplification étant faite, travaillons en concentration.
la concentration de potassium dans la roche-mère, puisqu'on a conservation de la matière, elle va se répartir entre la roche résiduelle et la roche basaltique, selon justement le taux de fusion, puisque c'est seulement la fraction fondue qui permettra qu'il y ait une partie de ces éléments qui aille dans le basalte. La fraction fondue va nous permettre de dire quelle est la quantité de magma, et bien sûr 1 - F donnera la fraction résiduelle. Et donc on peut comme ça calculer le taux de fusion, puisque nous connaissons toutes les concentrations dans toutes les roches, tout ça nous a été donné, donc nous n'avons plus qu'à extraire le taux de fusion, et ici nous trouvons un taux de fusion qui est de l'ordre de 5%, donc nous pouvons d'emblée exclure l'hypothèse de dorsale. Évidemment ce n'est pas une dorsale, on n'a pas 20%, on a 5%, ce qui va être compatible avec notre hypothèse de point chaud. Autre exercice extrêmement classique en magmatisme, c'est de vous donner le spectre des terres rares et vous demander de l'interpréter. Donc dans le spectre des terres rares, on vous redira toujours comment les éléments sont rangés. Donc ils sont rangés par ordre croissant de compatibilité ou d'incompatibilité, cela vous sera toujours donné. Ce sera toujours normalisé par rapport aux manteaux primitifs ou par rapport à des météorites qu'on appelle des chondrites. Donc vous devrez expliquer pourquoi on fait cela. Et puis il y a souvent plusieurs éléments à comparer. Donc ici on nous demande de comparer les basaltes de la Réunion à des basaltes dits morbes, c'est-à-dire des basaltes de rides médio-océaniques. Ici, on ne vous demande pas de différencier les deux sous-types de basalte de rides médio-océaniques. Vous prendrez la moyenne et vous expliquerez pourquoi est-ce qu'on peut exclure, d'après ce schéma, certaines hypothèses quant à l'origine des magmas. Pourquoi est-ce qu'un spectre des terres rares, très souvent, s'interprète en termes d'origine des magmas. Mettez la vidéo en pause et éventuellement retournez voir votre cours de première année. Alors on ne nous donne jamais le profil des terres rares brutes, on nous donne toujours normalisé par rapport à quelque chose qui est censé représenter le manteau avant la différenciation manteau-croûte. Donc pour ça on prend des météorites qui ne sont pas encore différenciées, qui ont donc la composition que l'on pense être celle du manteau primitif. Donc ce qui est noté ici manteau primitif, personne ne l'a vu ni mesuré, donc en fait ce sont des météorites de type chondritique représentatives du manteau primitif. Donc la première chose à essayer de comprendre, c'est comment vont évoluer ces terres rares lors de la différenciation justement en manteau et croûte, puisque vous savez qu'il n'y a que le manteau supérieur qui est affecté par la formation de la croûte et pas le manteau inférieur. Donc on pourra considérer que ces chondrites, ce manteau primitif, c'est aussi à peu près ce qu'on a aujourd'hui dans le manteau inférieur. Mais qu'est-ce qui se passe pour le manteau supérieur? Donc le manteau supérieur, on suppose qu'il a subi un événement de fusion partielle et qu'il avait la composition donc des chondrites du manteau d'origine. Et donc, lors de cette fusion partielle, bien sûr, ce sont les atomes les plus incompatibles avec la phase solide, puisqu'ils sont incompatibles avec la phase solide, ils vont avoir tendance à quitter à quitter la roche, à passer dans les magmas et à se retrouver dans les croûtes. Donc, comme nous avons ici un degré de compatibilité croissant, vers la gauche, ça veut dire que nous attendons, a priori, pour ce manteau supérieur, nous attendons un appauvrissement de plus en plus important au fur et à mesure que l'on va vers des éléments les plus incompatibles. Ah tiens, ça correspond plutôt bien à ce type de basalte de rides médio-océaniques qui a effectivement une pente positive dans ce sens-là, et puis c'est moins flagrant pour le deuxième, il est presque à l'horizontale, mais en tout cas on remarque qu'on a une pente inversée pour le cas de la Réunion. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas proposer le même mécanisme pour la ride médio-océanique, le même magma, pour la ride médio-océanique
et pour le magma de la Réunion, parce que justement, il ne présente pas ce même appauvrissement caractéristique du manteau supérieur, il ne le présente pas, donc a priori, c'est que ici, le matériau vient du manteau inférieur, et donc là, on serait sur un point chaud tout à fait classique, puisque si ça vient du manteau inférieur et que c'est un point chaud fixe dans l'espace, c'est probablement que le matériau vient même de la discontinuité entre le noyau et le manteau. Donc vous voyez la façon dont on analyse un spectre des terres rares. Un spectre des terres rares sert avant tout à savoir si on vient d'un manteau appauvri ou d'un manteau normal, d'un manteau primitif. Il ne sert pas à travailler sur des taux de fusion, parce que l'effet du taux de fusion est complètement négligeable par rapport à l'origine du manteau. Donc si vous voulez raisonner sur un taux de fusion avec un spectre des terres rares, c'est que vous comparez deux ensembles qui proviennent du même type de manteau. À ce moment-là, leurs différences seront minimes, hein, vous voyez, nous n'aurons pas besoin d'une échelle log pour ça. Leurs différences viendront effectivement d'un taux de fusion. Mais si on est ici sur une échelle log et qu'on voit des choses extrêmement différentes, pensez beaucoup plus à la caractérisation du manteau. Est-ce qu'il s'agit du manteau supérieur? Est-ce qu'il s'agit du manteau inférieur? Et pour le retrouver, faites comme nous l'avons fait. Imaginez la création de la croûte par rapport au manteau supérieur. Qu'est-ce qui se passe pour le manteau supérieur? Donc quelle sera la signature caractéristique du manteau supérieur? C'est que ce manteau supérieur sera appauvri en éléments incompatibles, et d'autant plus appauvri que les éléments seront plus incompatibles. Donc il présentera une certaine pente dans ce graphique, dans un sens ou dans l'autre, selon l'ordre dans lequel on a fait les spectres des terres rares, mais il présentera une pente. Alors qu'a priori, ce ne sera pas le cas pour le manteau profond, puisque le manteau profond est censé être comme du manteau primitif, il n'est pas censé être différent, donc on n'aura pas d'appauvrissement en certains atomes plutôt qu'en d'autres, et donc on aura quelque chose de beaucoup plus plat, et comme c'est le cas pour la Réunion.